Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la structure interne de la Terre et les objectifs de ce cours seront de connaître donc les différentes enveloppes de la Terre, leur profondeur, leur composition minéralogique et également leur principal rôle dans la dynamique terrestre. Alors on a tous déjà vu ce type de schéma qui représente les différentes enveloppes de notre Terre. On sait tous qu'en son centre la Terre est constituée d'un noyau, puis d'un manteau et d'une croûte. Mais la vraie question, c'est de savoir comment on a pu connaître au cours du temps la composition interne de notre Terre et la présence des différentes enveloppes au sein de notre Terre. Alors, une des solutions, c'est de faire des forages. Seulement, les forages ne dépassent pas les 12 km de profondeur. Une autre solution est d'étudier les xénolithes, qui sont des remontées de roches de la croûte ou du manteau qui ont été piégées dans des roches magmatiques, comme par exemple des basaltes. Vous pouvez voir ici deux types de xénolithes. Ici, un xénolithe qui est constitué de croûte continentale, piégée donc dans un basalte, mais également deux xénolithes mantéliques qui sont constitués de péridotites, qui sont donc des roches du manteau supérieur. Cependant, donc, ces xénolithes de croûte et de manteau ne permettent d'avoir un aperçu uniquement de la partie croûte continentale et manteau supérieur. Il a donc fallu trouver une autre méthode pour déterminer la structure interne de notre Terre. En réalité, c'est la sismologie et l'étude des ondes sismiques qui a permis de mieux comprendre les différentes enveloppes à l'intérieur de la Terre. Et donc, la propagation de ces ondes sismiques lors des tremblements de terre a permis de mettre en évidence différentes couches à propriétés physiques différentes et en particulier en étudiant la vitesse de propagation de ces ondes qui dépend donc de l'état et de la densité du matériau traversé, qu'il soit par exemple liquide, solide ou gazeux. Vous pouvez voir sur ces différents schémas ici la densité du matériau rencontré en fonction de la profondeur, ici la vitesse en km par seconde en fonction de la profondeur des différentes ondes sismiques. Ici, vous avez en rouge les ondes P qui sont les ondes premières et en vert les ondes S qui sont les ondes secondes. Ici, vous avez les différentes enveloppes qui ont été déduites donc en fonction de ces vitesses de propagation. Il existe donc différents types d'ondes, entre autres les ondes de volume qui vont comprendre les ondes P et les ondes S, qui sont les ondes premières et les ondes secondes, et également les ondes de surface qui vont comprendre les ondes L, donc les ondes de Love, et les ondes de Rayleigh. Alors les ondes qui vont nous intéresser, ce sont les ondes de volume, car elles vont se propager à l'intérieur de notre Terre, et en particulier les ondes P, qui sont donc des ondes de compression-dilatation, qui vont se propager, elles, dans tous les états de la matière, qu'ils soient solides, gazeux ou liquides. Les ondes S, elles, sont des ondes de cisaillement qui vont se propager uniquement dans les solides. Donc par exemple, dans les liquides comme le noyau externe, les ondes S ne vont pas se propager. Donc on va voir maintenant une petite animation qui va représenter le déplacement des ondes sismiques au cours du temps dans un volume donné, qui va représenter l'intérieur de notre Terre. Vous aurez donc en bleu les ondes P, en vert les ondes S, en jaune les ondes de Love et en rouge les ondes de Rayleigh. On va déclencher donc maintenant notre séisme. On voit rapidement que les premières ondes à se propager sont les ondes P. Elles sont suivies par les ondes S et par les ondes de Love et de Rayleigh. Quand notre onde P arrive donc dans notre volume, on observe un mouvement donc, de volume, de compression-dilatation. Elles sont suivies ensuite par les ondes S qui sont des ondes de cisaillement, puis par les ondes de surface qui sont les ondes de Love et de Rayleigh. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir le temps de parcours des ondes sismiques émis lors d'un séisme en fonction de la distance à sa source. Donc, vous avez ici le temps et ici la distance. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que les ondes P sont beaucoup plus rapides que les ondes S et que les ondes L. Et donc, la vitesse des ondes sismiques dépend d'une part du milieu qu'elles traversent, et donc une brusque variation de vitesse va correspondre donc à un changement de propriété du matériau. Et ce changement peut être soit de nature physique, comme par exemple la densité, mais une différence aussi liquide-solide, et ça peut être aussi également de nature chimique, comme par exemple un changement de composition chimique. Et donc c'est grâce à ces propriétés qu'on a pu déterminer les différentes enveloppes de notre Terre. Donc sur la gauche, vous voyez une coupe de la Terre
avec les ondes P en jaune et les ondes S en noir. Vous voyez donc par exemple que les ondes P vont traverser toutes les parties et toutes les enveloppes de notre Terre, aussi bien le manteau que le noyau externe liquide et la graine, alors que les ondes S, par exemple, qui ne traversent uniquement les solides, passent uniquement dans le manteau. Elles sont stoppées au niveau du noyau externe liquide. Sur la partie de droite, vous voyez donc les différentes enveloppes et les vitesses de ces ondes sismiques qui correspondent. Donc en bleu, vous avez les ondes S et en rouge, les ondes P. Et donc vous voyez qu'on a des variations de vitesse qui vont déterminer d'une part une croûte, un manteau, un noyau externe et un noyau interne. Et puis sur la partie de droite, la lithosphère, la sténosphère, la mésosphère. Et pour la partie du noyau, un noyau liquide et un noyau solide. Donc globalement, on a plusieurs couches à propriétés physiques différentes. On a une fine croûte qui est solide, qui représente moins de 2% du volume terrestre. On a un manteau qui représente à peu près 80% du volume de la Terre, qui est divisé en un manteau supérieur qui est rigide et un manteau inférieur qui est ductile. Et puis on a un noyau qui représente à peu près 17% du volume de la Terre, ici en jaune, qui se divise en noyau externe liquide et en un noyau interne solide. Entre ces différentes enveloppes, on note des discontinuités importantes qui vont séparer la croûte, le manteau et le noyau. La première, c'est la discontinuité de Mohorovičić, qu'on appelle également le MO, qui marque donc un contraste de densité important entre la croûte et le manteau. La deuxième discontinuité, c'est celle de Gutenberg, qui va marquer donc la limite entre le manteau et le noyau. La troisième discontinuité, c'est celle de Lehmann, qui va marquer un contraste de densité entre le noyau interne et le noyau externe. Alors on va détailler maintenant un petit peu les différentes enveloppes de notre Terre. Pour commencer, le noyau. Donc le noyau terrestre est un peu plus large que celui de Mars. Il représente à peu près 1/6 du volume de la Terre et 1/3 de sa masse. La pression est supérieure à 3 méga-atmosphères. Et concernant sa composition chimique, on sait donc que c'est un noyau métallique qui est composé principalement d'un alliage de fer et de nickel. Et on note également la présence de soufre, de silicium, de carbone et d'oxygène. Concernant le noyau externe, on sait désormais que c'est un liquide qui est en fusion à très haute température, à peu près 3700 degrés, pour une épaisseur totale de 2200 km. On voit ici sur ce diagramme donc de gauche la température en fonction de la profondeur. Et donc on voit une augmentation de cette température. Ici le noyau externe, ici le noyau interne. Et donc pour la graine, donc pour le noyau interne, on sait qu'il est solide car la pression est trop forte. Le noyau terrestre est le siège de notre champ magnétique. La fusion donc dans le noyau externe plus la rotation de la Terre vont entraîner un mécanisme de dynamo auto-entretenu et ce mécanisme est produit par les mouvements rapides des alliages de fer et de nickel qui sont donc en fusion dans le noyau externe comme on peut voir ici. Ce mécanisme de dynamo va entraîner donc le champ magnétique terrestre avec des lignes de champ comme on peut voir sur ces différents schémas et la formation d'une magnétosphère qui va nous protéger contre les radiations solaires. On arrive ensuite à la transition entre le noyau et le manteau. C'est une transition qu'on appelle la couche des secondes, qui est une zone de forte hétérogénéité d'à peu près 200 à 300 km de large. Donc cette zone de transition, elle sépare, donc, comme je vous l'ai dit, le manteau et le noyau, et elle est considérée comme étant la surface où se produisent les points chauds qui vont permettre un transfert de chaleur vers la surface. Ensuite vient le manteau qui représente donc 80% du volume de la Terre. Il est constitué essentiellement de péridotite, qui est une roche formée de minéraux silicatés ferromagnésiens qui sont verts, entre autres l'olivine et le pyroxène. Et on a également 2 discontinuités sismologiques enregistrées au sein de ce manteau. Alors pour le manteau supérieur, ici en vert clair, il est composé principalement de péridotite à olivine et pyroxène, comme on peut voir donc sur ces 2 photos. Vous voyez aussi bien l'olivine en vert clair et puis les 2 différents types de pyroxène en vert bouteille et en vert foncé. On peut noter aussi en fonction de la profondeur la présence de grenats ou de spinets.
Pour le manteau inférieur, on a donc plutôt des péridotites à bridmanite, qui sont des péridotites à perovskite, et qui sont donc des structures très compressées, car on a une pression très importante au sein du manteau inférieur. On a donc différentes discontinuités que vous pouvez voir ici. Vous avez ici un petit schéma qui va vous représenter les discontinuités au sein du manteau. Donc ici le manteau supérieur et ici le manteau inférieur. Ici vous avez donc les péridotites à olivine qu'on a pu voir juste avant. Et plus on va en profondeur, donc plus on va obtenir des péridotites à perovskite. Alors concernant le manteau supérieur, les 670 premiers kilomètres sont divisés en plusieurs couches. Une première partie donc, qui regroupe la croûte et la première dizaine de kilomètres du manteau supérieur, qu'on va appeler la lithosphère, qui a une épaisseur d'à peu près 100 à 150 km et qui est une zone très résistante du manteau. Ensuite, cette lithosphère, elle repose sur l'asténosphère, qui est une partie qui est faiblement résistante car partiellement fondue, et cette asténosphère va reposer elle-même sur une zone de transition. Alors concernant la lithosphère, elle est très importante parce que c'est elle qui va se déplacer sur la sténosphère et c'est elle qui va être responsable du mouvement observé lors de la tectonique des plaques. Cette lithosphère, donc, qui est rigide et qui est composée à la fois de la croûte terrestre mais également de la partie supérieure du manteau supérieur, va se déplacer donc sur la sténosphère qui est une zone beaucoup plus ductile du manteau supérieur. Et donc, c'est au sein donc, de cette lithosphère qu'on va noter les mouvements de la tectonique des plaques. Donc, vous avez ici différents exemples. En haut à droite, vous voyez donc les plaques lithosphériques qui sont représentées. Et donc, ces plaques sont constituées de lithosphères qui se déplacent sur la sténosphère. Ici, en haut à gauche et en bas à droite, vous avez deux coupes qui représentent donc, la tectonique des plaques, où vous avez à la fois les mouvements d'expansion, de divergence au niveau des dorsales. Vous observez donc par exemple la formation à la fois de la croûte océanique mais également de la lithosphère océanique et c'est l'ensemble de cette lithosphère océanique qui va par exemple rentrer en subduction ici dans les zones de convergence. Donc sur le schéma en bas à droite, vous pouvez voir les mouvements de la lithosphère, ici par exemple la lithosphère océanique sur votre asténosphère. Donc dans les zones de divergence, vous pouvez observer la formation de la lithosphère océanique au niveau des dorsales et également la formation des zones de subduction dans les zones de convergence. Ici, une zone de subduction entre deux plaques lithosphériques océaniques et ici, une zone de subduction-collision entre une lithosphère océanique qui est fine et dense, qui va donc subducter sous votre lithosphère continentale qui est plus épaisse et moins dense. Donc au niveau de la sténosphère, cette zone est donc une zone de forte hétérogénéité car cette zone enregistre de la fusion partielle et de la convection. On y note entre autres la formation de remontées chaudes au niveau des dorsales, mais également c'est une zone de recyclage du panneau lithosphérique suite à la subduction. C'est également la zone de formation des panaches mantéliques qui vont produire les points chauds, qui se forment donc au niveau de la couche des secondes et qui remontent jusqu'en surface. Concernant la croûte, donc il y a deux types de croûte, une croûte océanique et une croûte continentale. La croûte océanique est globalement plus fine, entre 1 à 15 km d'épaisseur. Elle se trouve donc sous les océans et elle est formée de roches majoritairement basaltiques de forte densité, entre 2,9 et 3,2. La croûte continentale, elle, est beaucoup plus épaisse, entre 20 et 80 km d'épaisseur. Elle se situe au niveau des continents et elle est formée plutôt de roches granitiques de densité plus faible, donc entre 2,7 et 3. Vous avez ici donc une coupe au niveau de la croûte océanique, donc, qui a une épaisseur moyenne comprise entre 1 et 15 km. On y note donc la présence d'une suite ophiolitique, donc c'est la suite des différents types de roches qu'on peut retrouver au sein de cette croûte océanique. Donc vous voyez ici à la fois le manteau supérieur et pour la partie croûte, vous avez à la fois la présence de gabbros, que vous pouvez voir ici, donc qui sont des roches magmatiques plutoniques à gros grains.
Et pour la partie supérieure, vous avez majoritairement des basaltes, qu'on appelle les basaltes en coussin ou les pilolavas, qui sont des roches volcaniques qui ont des petits cristaux. Pour la croûte continentale, qui a une épaisseur comprise entre 20 et 80 km, on note une composition plutôt granodioritique. Alors la granodiorite, c'est une roche que vous pouvez voir ici, qui est une roche donc plutonique à gros grains, qui se trouve donc plutôt dans la croûte supérieure. Et plus on rentre en profondeur, plus cette croûte va subir du métamorphisme, et donc ces granodiorites vont partiellement se métamorphiser pour donner des gneiss. La croûte est donc composée majoritairement de roches granodioritiques et granitiques, et pour la partie inférieure de roches métamorphiques. Donc voilà, on a vu un petit peu un aperçu global de toutes les enveloppes de la Terre, et voici donc ce qu'il faut retenir. Donc principalement ces différentes enveloppes, constituées d'une croûte terrestre, qui est elle-même composée d'une croûte océanique composée de sédiments en surface, puis de roches basaltiques et de gabbros. Une croûte continentale qui est plus épaisse, composée de sédiments, mais surtout de roches granitiques à granodiorites, puis également de roches métamorphiques. Un manteau supérieur qui est rigide, qui va constituer la lithosphère avec la croûte, et une partie ductile qu'on va appeler l'asténosphère. Ne pas oublier que c'est les plaques lithosphériques qui vont, en se déplaçant sur l'asténosphère, créer la tectonique des plaques. On a ensuite un manteau inférieur qui est ductile, puis un noyau externe qui est liquide, constitué de métal, entre autres du fer et du nickel, et puis un noyau interne, qu'on appelle également la graine, qui est solide. Voici également les termes en anglais, et puis quelques livres de référence, et également des logiciels que nous avons pu utiliser pendant ce cours, et des petites animations utilisées également. Donc merci à tous et à très vite.